Bonjour à tous et bienvenue au webinaire Éducation thérapeutique et troubles de l'odorat organisé par les associations Planète Patient et anosmi.org. On va débuter avec Madame Magali Le Sieur, donc directrice de Planète Patient, qui va vous présenter la plateforme normande d'éducation thérapeutique Planète Patient. Ensuite, Jean-Michel Maillard, président d'anosmi.org, vous parlera des troubles de l'odorat, puis de son association anosmi.org. Madame Flora Butaille-Dufay, diététicienne et impliquée dans l'ETP, parlera de l'intérêt justement de l'ETP dans la prise en charge de l'anosmie. Et enfin, Madame Annabelle Marie, coordinatrice en éducation thérapeutique du patient, l'ETP, vous présentera l'atelier portant sur les troubles de l'odorat. Je vais donc maintenant passer tout de suite la parole à Madame Magali Le Sieur pour la présentation de Planète Patient. Merci Aurélie. Bonsoir à tous. Donc, comme l'a justement dit ma collègue, nous nous retrouvons donc ce soir sur une thématique qui nous est familière depuis quelques mois, enfin en tout cas depuis 2 ans, mais qui n'est pas connue que comme conséquence du Covid. Mais je laisserai Monsieur Maillard développer ce sujet qui est lié donc à l'anosmie et la place de l'éducation thérapeutique par rapport à cette prise en charge. Donc, ce qui nous anime ce soir, c'est justement comprendre en quoi l'éducation thérapeutique est utile auprès des personnes souffrant d'anosmie. Et c'est là donc notre association Planète Patient, donc la plateforme normande d'éducation thérapeutique, entre en scène. Donc, notre association, elle a 3 ans. Elle s'adresse à toute personne donc, vivant avec une maladie chronique, à toutes les associations de patients et tous les professionnels, donc quel que soit le secteur d'intervention, que ce soit le secteur social, médico-social, sanitaire, sportif. Donc le projet de notre association est de permettre à chaque personne concernée par la pathologie chronique ou la chronicité d'un trouble d'avoir des clés lui permettant d'améliorer le vécu de son quotidien. Et donc, un des moyens d'amélioration, c'est l'éducation thérapeutique qui vous sera donc présentée en détail tout à l'heure par Madame Butaille. Donc, pour en revenir rapidement à la présentation de Planète, notre association a 4 grandes missions. La première mission, donc, c'est l'amélioration de la qualité de vie du patient. Donc, l'amélioration de la qualité de vie du patient, c'est coordonner donc le parcours d'éducation thérapeutique en cohérence avec le parcours santé, ce qui implique évidemment la coordination des actions des intervenants avec pour objectif donc de rendre fluides les différentes étapes du parcours et d'en garantir la cohérence. Dans la même optique, nous nous efforçons donc de rendre visible et accessible l'offre d'éducation thérapeutique via des communications, via notre site internet, nos collaborations et nos partenariats. Toujours avec le souci d'avoir un parcours pour le patient fluide et simple, nous mettons tout en œuvre pour faciliter le lien entre la ville et l'hôpital. Une deuxième mission de l'association, c'est donc favoriser l'équité sociale et territoriale. Donc, ce qui est essentiel pour nous, c'est l'éducation thérapeutique partout en Normandie et pour tous. Ça passe donc par la proximité du domicile ou du lieu de vie et pour tous par l'adaptation du programme à toute personne, notamment les personnes en situation de vulnérabilité, handicap, précarité, vieillissement. L'équité, c'est également harmoniser. Alors, c'est très ambitieux, mais harmoniser, c'est permettre d'avoir des réponses équitables, quel que soit l'endroit où on réside, donc en Normandie, puisque c'est notre territoire d'intervention. La troisième mission de notre association,
c'est d'être un lieu ressource. Donc, un lieu ressource, c'est quoi? C'est l'accompagnement des associations, notamment les associations de patients et des professionnels, donc de tous les secteurs, vers le développement de projets en lien avec la maladie chronique, notamment dans le cadre du déploiement de l'éducation thérapeutique et dans sa mise en œuvre. Être un lieu ressource, c'est aussi valoriser l'existant. Valoriser l'existant, ça veut dire mettre en avant donc les actions des partenaires, développer l'offre de façon à ce qu'on soit dans une adéquation entre l'offre et la demande sur tout le territoire. Être un lieu ressource, c'est aussi favoriser l'interconnaissance. Donc, favoriser l'interconnaissance, il n'y a pas de mystère. Pour travailler ensemble, il faut se connaître. Donc, sur chaque territoire, nous animons un comité réunissant donc tous les acteurs de l'éducation thérapeutique et plus largement de la santé, notamment les associations de patients, afin que chacun puisse avoir connaissance de l'autre et faire naître des collaborations. La quatrième mission, et pas des moindres, mais j'en parlerai tout à l'heure, c'est le déploiement et le développement de nos programmes. Donc, je vais très, très vite, parce que vous imaginez bien que pour vous présenter Planète, j'aurais pu développer un peu plus, mais là, on est vraiment sur un temps limité. Néanmoins, ce qui est important, c'est de dire que pour remplir toutes ces missions, on est structuré par antenne. Donc, nous sommes structurés avec un siège qui se trouve à Hérouville-Saint-Clair et une antenne par territoire de santé composée d'un coordinateur en éducation thérapeutique, d'un coordinatrice, en l'occurrence, ce sont des femmes administratives et des secrétaires d'antenne. Pour information, je trouve que c'est intéressant. Donc là, vous voyez qu'on couvre toute la Normandie et nous avons aujourd'hui 250 professionnels ou patients ressources, patients experts qui travaillent avec Planète pour développer l'éducation thérapeutique. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une de nos missions est donc de développer et de déployer les programmes d'éducation thérapeutique. À ce jour, donc, nous en avons deux. Un pour adultes, Ma Santé, j'en prends soin, et un pour enfants, OK avec ma santé. C'est donc un programme concernant en ce moment donc l'obésité pédiatrique. Je ne rentrerai pas dans les détails du programme, mais ce qui est important donc à savoir, c'est qu'un programme comporte deux parties. Une partie sur la connaissance de la maladie et une partie donc sur ses répercussions. Et on va s'arrêter quelques instants justement sur la gestion de la maladie, le vécu, du coup les répercussions de cette maladie, via ce qu'on appelle, nous, dans notre programme adulte, un tronc commun où l'on trouve différents ateliers qui sont proposés donc aux personnes. Donc des ateliers sur l'estime de soi, le mieux-être, la gestion du stress, le changement. Une partie également sur l'alimentation, une partie sur l'activité physique et puis une partie sur autre compétence qui est en développement à ce jour, où on va trouver la fatigue, la douleur, le tabac et notamment l'atelier qui vous sera présenté ce soir donc sur l'anosmie. Donc, toute personne qui souhaite bénéficier d'un programme ETP, soit elle est orientée par son médecin, soit c'est du bouche à oreille, soit par des associations de patients, elle démarre donc son parcours par un entretien initial avec un intervenant formé à l'éducation thérapeutique. Donc, lors de l'entretien, il y aura un point qui sera fait, une évaluation donc, des besoins, et le patient pourra donc choisir les ateliers auxquels il veut assister. Dans ces ateliers, donc normalement, en situation normale, ce sont des ateliers collectifs en présentiel. À ce jour, et vous imaginez bien pourquoi, on fait de l'atelier individuel et on fait beaucoup d'ateliers en visio parce que ça permet aux patients de continuer son parcours et de ne pas interrompre à cause donc de cette crise sanitaire. L'intérêt aussi des ateliers collectifs, c'est le partage avec d'autres personnes. Et puis donc le parcours se termine par un bilan
permettant de mettre en évidence les acquis que la personne a pu avoir pendant ses ateliers et les bienfaits et l'impact dans son quotidien. Donc, tout ce que soit programme, mise en place de programmes ou suivi du parcours patient, c'est géré par chaque antenne du lieu de vie donc, de la personne. Tout à l'heure, donc, quand je vous ai présenté l'éducation thérapeutique comme un moyen d'obtenir une ou des clés pour améliorer donc, le vécu du quotidien, et c'est donc à partir de ça que nous avons travaillé avec l'association Anosmi, donc pour proposer l'atelier néanmoins, l'atelier du goût. Je vais donc passer maintenant la parole à Monsieur Maillard, qui va vous présenter en détail donc l'Anosmi et vous présenter son association. Voilà, bonsoir à tous. Donc, merci à Aurélie, merci à tout le monde, merci à l'association Planète Passion pour cette belle initiative pour l'Anosmi. On en avait besoin et puis elle démarre en Normandie, ça fait encore plus plaisir à nous qui sommes la seule association active en France et qui rayonne depuis la Normandie. Donc, alors, on va parler ce soir de l'Anosmi, mais avant tout, on va parler de l'odorat. Vous savez, l'odorat, c'est ce sens que les Français ont découvert en mars 2020. Notre drame, c'est qu'ils l'ont découvert en le perdant. Et c'est un des objectifs de l'association, c'est que chacun puisse apprécier et profiter de son odorat quand il l'a encore et qu'il ne le découvre pas, comme nous, les anosmiques, qui ne le découvrent pas quand ils le perdent. Donc, je vais vous parler ce soir d'abord un petit peu, on va faire un petit peu de technique pour bien comprendre les 3 sens chimiques que nous avons sur le visage. Ensuite, on abordera les troubles de l'odorat, les différents types d'anosmie, le rôle de l'odorat dans notre vie, dans votre vie, parce qu'il y a sans doute beaucoup de normosmiques derrière l'écran. Donc, normosmiques, ce sont ceux qui ont un odorat parfait. Ensuite, on parlera des conséquences de l'anosmie avec la prise en charge. Et puis, on a toujours, nous, à l'association, l'habitude de poser quelques questions, un petit peu gênantes des fois, mais on va les poser quand même. Et puis, je vous présenterai ensuite notre association, ses actions en 2021, parce qu'on vient de boucler une année très chargée pour notre association qui n'est composée que de bénévoles. Nos objectifs pour cette année, et puis on parlera sans doute s'il y a des questions d'un sujet sur lequel on avait travaillé bien avant tout le monde, bien avant le Covid, c'est la rééducation olfactive. Alors, je vous parlais des 3 sens chimiques. Alors, c'est important. Pourquoi je fais toujours ce petit aparté? Parce que on a eu beaucoup d'appels, évidemment, beaucoup de mails depuis 2 ans, des mails et des appels par milliers sur beaucoup indiqués avoir perdu le goût et l'odorat pendant le Covid. Mais simplement pour clarifier un petit peu les choses, sachez que dans le visage, vous avez ce qu'on appelle les 3 sens chimiques, les papilles gustatives, l'odorat et le système trigéminal hein, ou le nerf trijumeau. Et donc, on va brièvement passer sur ces trois sens pour voir un petit peu quelle est leur fonction. Pour mieux comprendre, l'objectif est de mieux comprendre ce qui fonctionne et ce qui dysfonctionne, notamment dans le cas du Covid. Alors, on commence par les papilles gustatives. Hein, ce sont des bourgeons que vous avez sur la langue, hein, ce qu'on appelle des neurones sensitifs, des bourgeons du goût, qui vont vous ramener le sucré, le salé, les 5 saveurs, hein, l'acidité, l'amertume et l'umami, hein, qui sont plutôt présentes dans les nourritures asiatiques, hein, le glutamate. Alors, pour clarifier des choses qu'on peut lire un petit peu partout, mais qui ne sont pas très justes, il n'y a pas de zone dédiée aux saveurs. On peut encore voir certains documents indiquant que le sucré, c'est devant, l'acidité, c'est sur le côté. Non, c'est faux. Chaque bourgeon est plus ou moins sensible aux 5 saveurs et il n'y a pas de zone différente sur la langue. Donc, les papilles gustatives vous remontent ces 5 saveurs. Ensuite, vous avez l'odorat. Ce sont les bulbes olfactifs, ces 2 petits bonbons tic-tac que vous avez entre les 2 yeux, qui, eux, récupèrent via la circulation des molécules odorantes dans la cavité nasale. Alors, vous voyez qu'il y a deux façons de rejoindre l'épithélium et le petit filet que vous avez en jaune, soit la voie orthonasale, c'est-à-dire tout ce qui va passer par la cavité nasale, et vous avez le rétronasal hein, qui va, lui, arriver par l'arrière-gorge, qui va être, on parle aussi de rétro-olfaction, qui va agir aussi quand vous mangez quelque chose, où on a vraiment une remontée des molécules odorantes dans la cavité nasale par l'arrière de la gorge. Tout ça remonte à l'épithélium que vous voyez.
et aux bulbes olfactifs qui, eux, sont chargés de traduire, si vous voulez, la molécule odorante qui est captée par votre épithélium en un signal électrique qui va remonter au niveau de votre cerveau pour vous dire c'est une fraise, c'est une madeleine, pour vous dire aussi j'aime ou j'aime pas, et pour aussi vous rappeler un souvenir. On parlera tout à l'heure du sens de l'odorat qui est aussi le sens du souvenir. Donc, je mets en bas la transformation du signal odorant et vous avez voilà, cacao, déodorant, café, cannelle, transpiration, repas, noisettes, etc. Madeleine, de Proust, pour vous faire vraiment penser au souvenir. Il y a un troisième sens dans le visage qui est important aussi, et surtout quand on parlera de prise en charge de l'anosmie, c'est le trijumeau, c'est-à-dire le système trigéminal. En fait, ce nerf que vous voyez dessiné en jaune sur l'illustration est un nerf qui parcourt tout le visage. Vous l'avez dans les joues, dans le nez, dans la langue. Et sa fonction est de vous remonter le chaud, le froid, le craquant, le pétillant, les textures, hein, tout ce qui va se passer dans votre bouche, l'irritant, par exemple. Hein, on a beaucoup, quand vous sentez une menthe poivrée, par exemple, vous avez l'odeur de la menthe qui est donnée par votre odorat. L'irritant, c'est le système trigéminal. Le frais, c'est le système trigéminal. Beaucoup font l'erreur en nous disant « mais je sens le frais », parce qu'on respire quelque chose et on dit « on sent le frais, est-ce que mon odorat fonctionne ?» Non, le frais est remonté par votre système trigéminal. Et ces trois sens, et là je vais en revenir à tous les diagnostics qu'on a eus pendant le Covid, ces trois sens font ce qu'on appelle la flaveur, ou vulgairement le goût. Et pourquoi on nous dit toujours quand j'ai perdu l'odorat, j'ai eu l'impression de perdre le goût aussi. C'est faux, mais simplement c'est une sensation parce que l'odorat représente une très grande partie de la composition du goût. Je ne peux pas vous donner un pourcentage, même si ça serait au-delà peut-être de 80-90%. Donc, quand vous n'avez plus d'odorat, vous n'avez plus de goût comme vous l'aviez avant. C'est-à-dire qu'on est plutôt frappé par… nos repas ressemblent à… Vous mangez du carton sucré, du carton salé, du carton acide. On n'a plus cette sensation, cette odeur du cacao, cette odeur de vanille, etc., qui vient faire votre goût. Donc, on a été obligé d'expliquer tout ça pendant le Covid pour que les gens, chacun, fasse ses tests. On a publié des tests aussi sur le site de l'association pour que chacun puisse faire son diagnostic et aussi voir ce qui fonctionne et ce qui dysfonctionne. Alors, les différents troubles de l'odorat. On peut les ranger dans deux catégories, le qualitatif, le quantitatif. Le qualitatif, on va être sur une parosmie, par exemple, avec des odeurs déformées. La parosmie, on la constate dans la convalescence, pendant la rééducation olfactive, pendant la reconnexion un petit peu de tout le système, de tout l'odorat, on a des odeurs déformées. On a aussi la cacosmie, qui va être des mauvaises odeurs, et la phantosmie, des hallucinations olfactives, qu'on peut comparer très simplement à des acouphènes. Voilà. On a l'impression de sentir une odeur, mais on ne la sent pas, c'est un souvenir, c'est une hallucination. Au niveau quantitatif, vous avez plutôt l'hyposmie. L'hyposmie, c'est vraiment le Covid. Il y a eu un petit peu d'anosmie avec le Covid, plutôt au début, il y a de l'anosmie. Au bout d'une quinzaine de jours, il y a beaucoup d'hyposmie et on a encore beaucoup de gens qui sont hyposmiques, c'est-à-dire une difficulté à sentir les odeurs. Sachez qu'il existe l'inverse, l'hyperosmie, avec une exacerbation des odeurs, où vous êtes capable de détecter des odeurs vraiment très très loin, très très fines, et des conséquences qui peuvent être aussi dramatiques avec des migraines, des maux de tête, des vertiges, vraiment une difficulté à vivre cette exacerbation qu'on peut rencontrer aussi pendant la grossesse, hein, même si ça a été très peu expliqué. Mais pendant la grossesse, il y a aussi un odorat toujours plus sensible. Et vous avez enfin l'anosmie qui est la perte totale. L'anosmie, c'est la perte totale de l'odorat. Je les ai regroupés dans ce qu'on appelle la dysosmie, c'est-à-dire les troubles de l'odorat. Alors, quelques chiffres. La dysosmie, c'est-à-dire le dysfonctionnement, hein, donc la fourchette des études internationales, suivant les pays, est de 5 à 20% de la population. La dernière étude lyonnaise indique 15%, avec une hyposmie étant la plus fréquente, au regard de l'hyperosmie ou de l'anosmie. Ça représente tout de même 7 à 10 millions de personnes. Et si je vous fais un zoom sur l'anosmie, qui est un peu le sujet de la soirée, les études indiquent 5% de la population. Voilà. Ça représente 3 millions de personnes. Voilà. Donc, je mets volontairement un problème de santé publique, point d'interrogation, parce que
J'aime beaucoup raconter un peu à tous ceux que je rencontre que la France a découvert son odorat au mois de mars 2020, mais c'est une réalité. L'odorat avant n'existait pas, ne comptait pas, et il a fallu que des millions de Français le perdent pour qu'on parle enfin de ce sens qui est un sens majeur. Peu d'études, peu de statistiques. On espère évidemment, Covid-19, un intérêt pour l'odorat. Écoutez, nous verrons. Mais en tout cas, on a eu maintenant la preuve que ce sens devait compter et devait rattraper le retard qu'il a. Ensuite, alors ces 5% de la population sont classés dans différents types d'anosmie. Je commence par le plus frappant, c'est les 24% qui n'ont pas de cause décelable. C'est-à-dire qu'on a perdu l'odorat et on ne sait pas pourquoi. On n'a pas identifié de cause. Voilà. Ensuite, on a ce qu'on appelle les rhinosinusites, la polypose nasale principalement, avec 16%. Le traumatisme crânien, qui représente quasiment 20%. Donc, oui, on peut perdre l'odorat par un traumatisme crânien, souvent par soit une chute à l'arrière de la tête avec le cerveau qui va bouger dans la boîte crânienne et détruire les liaisons qui permettent de remonter les molécules odorantes, soit un choc frontal, soit voilà, mais par un choc au niveau traumatisme crânien, on peut perdre l'odorat. Et puis vous avez la partie rhinite aiguë, 28%. Un dernier petit zoom sur ce qu'on appelle les congénitaux. Donc on a un petit 5% d'enfants qui naissent sans odorat et qui échappent totalement au parcours médical. Je pose toujours cette question aux parents. Quel parent a testé l'odorat de ses enfants? En général, il n'y en a pas beaucoup, voire il n'y en a pas du tout qui lèvent la main. Mais en tout cas, on n'a pas cette culture de l'odorat en France et on ne surveille pas ce sens. On en parlera tout à l'heure puisque c'est un des objectifs de l'association. Alors, le rôle de l'odorat dans notre vie, dans votre vie. Alors déjà, en bas, vous verrez, je mets toujours qu'aujourd'hui, on découvre l'odorat quand on le perd. Et c'est ça qui est un peu regrettable. L'odorat va vous apporter toutes ces motivations au quotidien, toutes les odeurs qui vont jalonner votre journée, du café du matin au printemps qui s'éveille, à la pelouse coupée, à toutes ces odeurs que vous allez avoir, du repas qui se prépare ou l'odeur de votre appartement, l'odeur de votre bureau, ou toutes ces odeurs qui vont jalonner votre parfum, etc., qui vont jalonner votre journée. L'odorat, c'est aussi le sens de l'émotion. C'est le sens le plus proche du cerveau. C'est un sens qui va vous apporter toutes vos émotions par une infime odeur. On est plutôt, nous, j'emploie souvent cette expression d'enfermer sous une cloche de verre. C'est-à-dire qu'on est avec vous, on est vraiment avec vous, on est à côté de vous. Et on ne vit pas tout ce que vous vivez et toutes les interpellations que vous avez par votre odorat. Je vous invite tous un jour à prendre pendant 24 heures le temps de mesurer le nombre de fois que vous allez être interpellé par votre odorat dans une journée. Et c'est à ce moment qu'on constate que l'odorat vous égaye chaque minute qui passe de toutes ces odeurs qui vous passent devant le visage. C'est aussi le sens qui vous protège du danger, évidemment. Même si c'est pas, vous verrez que ce n'est pas celui qu'on met en priorité. L'odeur du danger, c'est l'odeur d'abord des aliments avariés. Vous verrez, vous, la prochaine fois quand vous ouvrirez votre réfrigérateur et que vous voudrez contrôler si votre jambon est encore bon, votre jus d'orange ou votre litre de lait, vous verrez quels moyens vous utilisez pour le faire. Donc, oui, beaucoup d'intoxication alimentaire et un danger qui est là. Et puis, évidemment, vous l'avez deviné, le danger de la fuite de gaz, le danger de l'incendie, le danger du plat qui mijote et qu'on oublie, le danger du four qui est toujours en route. Et les exemples sont multiples et très, très récurrents dans l'anosmie. L'anosmie, c'est aussi la perte de l'odorat, c'est aussi la perte du goût. Je vous l'expliquais tout à l'heure. Les repas deviennent des moments difficiles. Alors, soit vous allez réagir en ne mangeant plus parce que la frustration d'une assiette qui n'a plus de saveur, qui n'a plus d'odeur, qui ne va pas vous apporter que ça apporte aux normes osmiques, c'est-à-dire que comprenez bien que vos repas, vous êtes rassasiés par la multiplication des saveurs.
vous allez manger ce qui vous plaît, vous allez vous rassasier de tout ce que vous aimez et votre repas va être un moment de plaisir qui n'est plus lorsque vous êtes anosmique. Et puis, il y a aussi l'autre côté, c'est des prises de poids assez fortes, en ce sens où vous allez aller chercher le plaisir. Donc, je dis toujours qu'on est victime un peu du marketing parce que pour nous, les anosmiques, tout ce qui est beau est sans doute bon. Et malheureusement, ça n'arrive pas, ça n'arrive jamais. On va manger en attendant le plaisir et on risque vraiment de manger énormément et en ayant cette frustration à chaque repas, c'est-à-dire 3 fois par jour, que le goût n'est plus et le goût ne sera plus comme avant, d'où la nécessité de faire travailler ce qu'il reste, c'est-à-dire les papilles et le système trigéminal. Ensuite, j'ai mis exister parce que l'odorat, c'est aussi détecter vos odeurs à vous, vos odeurs personnelles, et ce sont les odeurs qui vous font vous sentir exister, qui vous font vous sentir vivre. Et on n'a plus accès à ces odeurs-là, et puis accessoirement, c'est une perte de confiance, évidemment. La peur de l'odeur que l'on dégage, la peur de l'odeur que l'on a, la difficulté si on a transpiré un petit peu, la perte de confiance à des moments de la vie où on va rencontrer quelqu'un, où on a un rendez-vous important, où on est peut-être seul dans un appartement, où on ne sait pas si notre poubelle, elle sent mauvais ou pas. Même si vous avez quelques centimètres dans le fond de la poubelle, vous ne savez pas. Donc, si vous recevez quelqu'un, des exemples qui vont vous paraître peut-être un peu basiques, mais on a des gens qui sont contraints de retourner leurs chaussures pour savoir si ils n'ont pas marché dans quelque chose qui sent mauvais dans la rue, parce qu'ils sont tout seuls dans leur appartement. Et au moment de recevoir quelqu'un, une petite amie, on a cette difficulté, psychologiquement, ce problème de perte de confiance, de reprendre une douche, 2 ou 3 dans la journée pour être certain de ne pas sentir mauvais. Donc, ces odeurs qui vous font vous sentir exister. Évidemment, l'odorat, c'est le sens du souvenir. C'est le sens qui vous emmène en quelques secondes en vacances il y a 30 ans chez votre grand-mère parce que vous avez ouvert une commode et vous avez senti le vieux linge. C'est l'odeur d'une colle blanche qui va vous ramener en cours préparatoire, peut-être même 40 ans en arrière. C'est l'odeur des vacances avec vos parents quand vous allez arriver au bord de la mer, etc. Donc, c'est le sens qui va vous ramener tous vos souvenirs. Et nos souvenirs, nous les avons toujours, mais nous ne sommes plus capables de les déclencher. Voilà. Et donc, la mémoire travaille beaucoup moins que quelqu'un qui va être sollicité par son odorat. Et je mets au centre du tourbillon, évidemment, ce qui va nous manquer le plus, c'est-à-dire l'odeur de vos proches. Moi, on ne m'avait pas expliqué que mes fils avaient une odeur quand je les embrassais. Je ne le savais pas. Et je l'ai découvert après. C'est ça qui est dur. L'odeur de votre papa, l'odeur du bisou de votre fils ou de votre bébé, hein, parce que j'ai eu cette chance de sentir mes enfants quand ils étaient petits. Et puis évidemment, c'est le parfum de votre maman aussi. Et puis vous comprendrez bien, c'est aussi dans des moments d'intimité, l'odeur du corps de votre femme ou de votre conjoint. Voilà. Donc un sens qui, j'insiste toujours sur la découverte en mars 2020 de l'odorat, et bien ce sens, au pays de l'œnologie, de la gastronomie, de la parfumerie, en France, en fait, on a un sens dont on n'avait pas pris soin, dont on ne parlait jamais et qui nous permet d'apprécier tout ce que je viens de vous dire et qui font toute la grandeur de notre pays. Et donc, les conséquences de l'anosmie, c'est aussi le constat d'un vide médical, scientifique et sociétal, c'est-à-dire la difficulté d'en parler à son médecin, parce que les solutions n'existent pas, parce que les programmes de nos étudiants de médecine, quand je vais les voir, comportent très peu de choses sur l'odorat. Le vide scientifique, parce qu'il n'y a pas très peu de recherches, et puis le vide sociétal, parce que parler de ce handicap autour de nous, c'est difficile, même dans la famille, même au travail, même à nos amis, parce qu'une très grande difficulté à le comprendre, parce qu'on n'a pas parlé de ce sens et de ses conséquences aux tout petits, depuis qu'ils sont à l'école en apprentissage. Donc, c'est une découverte chaque jour, seule, des conséquences et de toutes ces conséquences. Et j'ajouterais que le handicap de l'anosmie est un handicap qui s'installe. On peut priver des gens d'odorat pendant quelques semaines, c'est gênant, mais ce n'est pas handicapant.
le handicap va s'installer avec l'isolement que tout cela va créer au bout de quelques mois, voire de quelques années. Vraiment, la difficulté que tous ceux que nous avons et que nous rencontrons s'installent dans le temps, et c'est un peu difficile à maîtriser, mais l'anosmie s'installe dans votre vie. Je parlais d'éloignement et de cloche de verre, évidemment, hein, de troubles alimentaires sévères, intoxication alimentaire, je vous en ai parlé, et puis vraiment la perte de repères. Vous devez reprendre vos repères un petit peu dans tous les domaines, et c'est un chemin en général qu'on a du mal à faire seul et pour lequel il faut être accompagné. Alors, quelle prise en charge? Elle est d'abord personnelle parce qu'il est très important, et c'est ce qu'on conseille à tout le monde, évidemment, de partager ses souffrances, mais je mets quand même choisir ses interlocuteurs. Évidemment, là l'objectif n'est pas de faire des reproches, mais il faut trouver l'interlocuteur qui va être capable de vous écouter, de vous donner 5 minutes, parce qu'on ne vous parlera pas d'anosmie en 30 secondes. Il faut donner du temps, et la difficulté à exprimer sa souffrance fait que l'interlocuteur doit être choisi. Adapter sa nouvelle vie, c'est accepter aussi les changements. Là, c'est l'anosmie traumatique qui vous parle, c'est-à-dire comment dire, aucun espoir de retrouver l'odorat, hein, avec un système qui est endommagé, et même si, quand je suis devenu anosmique, j'avais 40 ans, pour ma part, les chercheurs que j'ai rencontrés au moment où je me débattais ont fait que, on m'a bien expliqué que pour moi, ça n'était pas possible. Donc, c'est accepter ces changements. Évidemment, il y a des anosmies qu'on arrive à corriger, la polypose nasale, l'anosmie virale avec le Covid, où on a vu qu'il y avait quand même quelques pistes. C'est aussi garder confiance en soi, garder ses habitudes et ne pas douter. C'est important de le dire, il n'y a pas de raison de changer ses habitudes. Et puis, il faut trouver des personnes de confiance aussi pour… écoutez, on n'a plus d'odorat, donc on doit avoir quelques nez amis pour nous aider dans certaines situations. Et puis, pour la partie anosmie virale, principalement, le suivi de notre protocole, de nos protocoles et de nos conseils. Maintenant, depuis 2018, on a beaucoup travaillé sur la rééducation olfactive et on accompagne tous ces gens qui nous appellent. Au niveau médical, évidemment, on a besoin de 3 spécialistes. C'est d'abord notre ORL et notre médecin généraliste, voilà, mais notre ORL est notre spécialiste, parce qu'en cas de perte d'odorat, il y a aussi des diagnostics à poser et des examens à faire pour éventuellement détecter d'autres maladies, on va dire, ou d'autres problèmes. Donc, en cas de perte d'odorat, il est impératif d'aller chez l'ORL. Vous savez, en France, on n'a pas encore cette culture qui fait que quand on se tord la cheville, on va courir aux urgences. Mais quand on va perdre l'odorat, on va se dire, mais finalement, je vais attendre, peut-être que ça va revenir. Moi, je pense que ça devrait être l'inverse et de toute urgence, parce que perdre l'odorat, c'est perdre un sens, et c'est perdre aussi 2 sens, puisque le goût est attaqué. Mais perdre l'odorat, ça demande, et c'est toujours un appel que je fais, perdre l'odorat, ça demande une prise en charge rapide par un spécialiste. Évidemment, la partie diététicien, parce que je vous ai parlé des repas, mais la perturbation est assez lourde et les pertes de poids ou les prises de poids sont importantes. Donc, on a besoin de réapprendre aussi à manger. Pas forcément manger sainement, c'est un peu ça notre problème, c'est apprendre à se nourrir de nouveau. Équilibrer, c'est encore plus dur, mais en tout cas, retrouver un peu de plaisir à table, comme le font tous les Français 3 fois par jour. Et puis, un accompagnement par notre psychologue, hein, qui est important. Alors, ça peut être aussi quelqu'un de très proche à qui on peut parler. Mais on a besoin de quelqu'un, et on a besoin de professionnels, et c'est ce que je mets en bas, surtout des interlocuteurs formés qui ont eu une formation, qui ont entendu des personnes anosmiques parler, et c'est vraiment là le rôle de notre association. Alors, quelques questions qu'on se pose, nous, régulièrement. Pourquoi n'y a-t-il pas de test de l'odorat chez les enfants lors de leurs différents parcours de santé? Toutes ces questions, on les pose à nos amis journalistes, on les pose à nos amis politiques, on les pose à tous ceux que l'on peut croiser.
Et on est maintenant persuadé que la culture de l'odorat doit naître en France. Et on pense qu'elle passe par la création d'un test de l'odorat. Et c'est un des groupes de travail à l'association avec pédiatres, chercheurs et ORL qui est en cours. Parce qu'aujourd'hui, on va tester la vue des enfants, on va tester l'audition des enfants. Et on va expliquer à ces enfants qu'ils sont bons pour le service et qu'il n'y a pas de problème, qu'ils peuvent vivre correctement. Implicitement, on leur explique donc que l'odorat ne sert à rien. On leur explique que l'odorat ne peut pas se perdre. Et on leur explique aussi que l'odorat ne peut pas se développer, et voire même qu'ils ne pourront pas en faire leur métier. Vous comprenez bien que nous, qui avons perdu l'odorat, nous sommes convaincus de l'inverse. Il faut expliquer aux enfants que l'odorat est un sens précieux, qu'il faut en prendre soin, qu'il faut l'écouter et qu'on peut le développer. Pourquoi aussi notre médecin du travail ne nous pose jamais de questions sur notre odorat? Alors moi, j'en ai fait mon parti et maintenant, je lui pose la question. Et j'invite tout le monde régulièrement à poser la question. Parce qu'on n'a pas de conscience que ce sens peut aussi être abîmé par des produits, par un comportement inadéquat. Une autre question, c'est pourquoi le test de l'odorat ne figure-t-il pas dans les barèmes de la sécurité sociale? Le test de l'odorat n'est pas remboursé. Alors évidemment, votre ORL ne vous le dit pas, mais il n'y a rien dans les barèmes de la sécurité sociale. On a interpellé notre député, Jérôme Nury, à ce propos, et pour d'autres sujets aussi. Mais voilà, c'est aussi un signe que l'odorat a simplement été oublié. Pourquoi aussi, en cas d'explosion liée au gaz, il y en a encore eu il y a 15 jours dans le Sud, on ne se pose jamais la question si la personne était anosmique. Et pourtant, on sait, comme les autres sens, que l'odorat décline après 60 ans. Pourquoi nos pompiers, nos agents GRDF, et je pourrais vous en citer bien d'autres, l'odorat n'est-il jamais contrôlé? Et je vous dis ça parce que notre association rayonnant sur toute la France et d'autres pays en Europe, on a des gens qui travaillent dans la sécurité, par exemple, qui sont pompiers et qui ont perdu l'odorat, mais on ne pose jamais la question. Et on a une grande difficulté à contrôler si l'odorat de quelqu'un fonctionne. Si je ne vous dis rien ce soir, vous ne pouvez pas savoir si mon odorat fonctionne ou pas. Pourquoi l'anosmie aussi n'est-elle pas considérée comme un handicap? Je vous invite à aller lire la loi du handicap de février 2005. Le texte est très explicite. Après tout ce que je viens de vous dire, vous pourrez vous faire un avis sur la question. Et puis, je vous le disais tout à l'heure, en France, l'odorat n'existe pas, ou plutôt n'existait pas, parce que à tout problème, malheur est bon, mais on espère que le Covid va remettre un petit peu l'odorat à sa place dans les mois et les années qui viennent. Ensuite, je vais vous présenter rapidement notre association, créée en novembre 2017. 4 années de vie, dont 2 années de Covid, et déjà une association qui est devenue indispensable au quotidien avec un rayonnement national et international. 25 ambassadeurs, je les appelle des ambassadeurs parce que ce sont des gens qui sont touchés par les différents types d'anosmie que je vous ai présentés tout à l'heure. Ils sont 100% bénévoles et nous sommes tous 100% bénévoles. Et donc, on répond à des mails et des appels, mais chaque jour qui passe, nos soirées sont en général bien occupées. Et donc, parmi ces ambassadeurs, nous avons des scientifiques, des médecins, des anosmiques, aussi des normosmiques, parce qu'on a besoin d'eux aussi. Et nos ambassadeurs et nos adhérents et nos contacts, on va dire, sont en France, en Belgique, au Luxembourg, en Espagne, en Allemagne, au Québec, au Maroc. Voilà, et on a régulièrement des demandes d'autres pays. Je sais que ce soir, il y a des gens de Dakar, où je sais qu'il y avait vraiment des inscriptions d'un peu partout en Europe et dans le monde. On a été évidemment pris comme référent national au niveau rééducation olfactive parce que ce protocole que nous avons construit en 2018 avec le CNRS, basé sur les études qui existaient à l'époque, il y a les premières études de rééducation olfactive liées à l'anosmie virale, qui est le cas du Covid, date de 2009, pour ne citer que Thomas Hummel, mais il y en a d'autres. On a travaillé sur un protocole à faire à la maison pour les anosmiques, pour faire ce long marathon de la rééducation olfactive chez eux. Et donc, le protocole était disponible en 4 langues. On a traduit ce protocole en 4 langues. Il était disponible et il a été téléchargé plus de 130 000 fois.
On a eu vraiment de très grosses sollicitations. Et lorsque j'ai créé cette association, j'ai voulu que tous ces travaux soient gratuits et accessibles à tout le monde, adhérents ou non. Et je crois qu'on a réussi à aider tout le monde. C'est un modèle économique qui est difficile parce qu'on ne demande pas d'adhésion obligatoire. Et en tout cas, on est très content d'avoir aidé les centaines de milliers de personnes vraiment à passer cette étape de perte d'odorat, même si pour certains elle était temporaire. Nous avons fait évidemment nous faisons des regroupements de patients et des réunions de soutien. Alors, comme on en fait ce soir, où on est une petite centaine tous les 15 jours, tous les 3 semaines, on invite des médecins, on invite des scientifiques, et puis on va répondre aussi, nous, les anosmiques, qui sommes devenus des patients experts, on va répondre à tous ceux qui viennent nous poser des questions. Évidemment, nous sommes relais des études scientifiques, et c'est clinique, et je mets acteur de la recherche parce qu'il y a eu un peu plus de recherche depuis quelques mois, quelques années. Et on est membre du groupement mondial de recherche, le GCCR. Vous pourrez contrôler ce qu'est le GCCR. C'est un groupement de professionnels, et on est représentant des patients français. Pour vous donner un ordre d'idée, 6 associations dans le monde, et puis donc une association en France qui se bat au quotidien. Nos principales actions en 2021, évidemment, c'est au-delà de notre protocole qui a été récupéré d'un peu partout, on a créé avec 2 professeurs de médecine une web application qui s'appelle covidanosmie.fr, qui permet donc justement aux patients de suivre leur rééducation. On avait 16 000 personnes en cours de rééducation la semaine dernière quand on a préparé le webinaire. Donc une web application qui permet de s'entraîner, de visualiser les images que l'on sent, etc. Donc une publication scientifique des résultats du protocole que l'on a publié, et c'est important pour nous. Nous ne sommes pas médecins, mais nous sommes très attachés à donner des informations que la science a validées et non pas des convictions. Donc une trentaine de réunions de soutien en 18 mois, donc plus de 2000 personnes en visio, 3 lettres adressées au ministère de la Santé et des Solidarités. On a créé aussi un podcast avec quelques invités prestigieux comme Michel Simès ou Alex Vizorek, ou des grands noms du parfum. Un podcast qui s'appelle Néanmoins. C'est un mot qui pour nous a un vrai sens, et donc on a tendance à le mettre un petit peu à toutes les sauces. On a publié des tests du goût et de l'odorat. Voilà. Aussi, c'est ce que je vous disais en intro, pour que chacun puisse identifier ce qui fonctionne et ce qui dysfonctionne. Donc tout ça est disponible sur le site de l'association. On a importé la journée mondiale de l'anosmie en France parce qu'elle existe au niveau mondial depuis très longtemps et elle n'existait pas en France. Donc depuis 3 ans maintenant, on l'a fait vivre et on attend le 27 février aussi avec impatience pour bien expliquer tout ça. On a fait une grande campagne nationale avec les laboratoires Sanofi Genzyme concernant la polypose nasale. Voilà. Et puis donc, il y a une phrase que je ne voyais pas, c'est et voilà, et une centaine d'interviews. Bon, ça, on est passé évidemment sur tous les médias pour parler un petit peu de l'anosmie. Nos objectifs 2022, poursuivre le soutien aux personnes, les mettre en relation, recueillir les témoignages, les publier. C'est vraiment notre raison d'être. Créer le test de l'odorat pour les enfants, ça c'est aussi un objectif qui est important pour nous. Et dans la même lignée, sur la thématique enfance et odorat, on est en train de préparer un fascicule sur les anosmiques congénitaux, donc sur les enfants qui naissent sans odorat, et qui est écrit par les ambassadeurs congénitaux de l'association et qui sera publié dans les semaines et les mois qui viennent. Développer évidemment notre web application en ajoutant 2 axes d'accompagnement supplémentaires qui sont la santé mentale, qu'on peut rapprocher de l'aspect psychologique, et la dénutrition, qu'on va rapprocher cette fois-ci de la partie diététique. Pérenniser notre association évidemment, puisqu'on est 100% bénévole, et on ne peut pas imaginer aujourd'hui que cette association disparaisse. Donc on a 2 objectifs, c'est créer plusieurs emplois à l'association et obtenir l'utilité publique. Accompagner la formation des professionnels de santé qu'on fait déjà depuis assez longtemps, et puis réaliser des conférences comme on le fait déjà dans les facs de médecine, les écoles, les congrès, les webinaires, et puis pourquoi pas créer un pôle médical pour la prise en charge des troubles de l'odorat en Normandie. Voilà un petit peu, on a plein d'autres actions évidemment, mais et je vous laisse sur cette image qui est une de nos ambassadrices qui s'occupe de toute la partie illustration de l'association.
et qui va illustrer tous nos fascicules, toutes nos présentations. Et donc, elle nous représente là notre belle équipe de l'association anosmi.org. Merci. Merci, Monsieur Maillard, pour cette présentation très riche. Donc, nous allons passer maintenant à l'intervention de Flora Buteil-Dufay, que je vais laisser se présenter et à qui je vais donner la main pour le diaporama. Bonsoir tout le monde, donc je suis Flora Buteil-Dufay, je suis diététicienne nutritionniste en libéral à Messé. Je suis intervenante pour anosmi.org depuis 2017 et pour également Planète Patient depuis environ 2015, si je ne me trompe pas. À l'époque, c'était ERET Basse-Normandie. Voilà. Alors, donc les signes évocateurs en consultation diététique qui peuvent faire tendre l'oreille sur un trouble de l'osmie, donc un trouble de l'odorat, sont les suivants. Alors souvent, on a quand même des patients qui sont envoyés par leur médecin ou de leur propre initiative. Donc, on a les fluctuations de poids. Donc, c'est souvent des personnes qui viennent voir majoritairement quand même pour des prises de poids. On a quand même quelques pertes de poids et en général, c'est sur des pertes de poids qui sont quand même très importantes. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce ne sont pas quelques kilos. Ce n'est pas anodin. Dans les deux cas, il peut y avoir de la dénutrition. On connaît beaucoup plus la dénutrition lors des pertes de poids importantes. On peut notamment penser à ce qu'on connaît dans l'anorexie, hein, tout simplement. Et ce n'est vraiment pas parce qu'on est en surcharge pondérale qu'on ne peut pas être dénutri. Alors, là, Aurélie, je suis passée un petit peu trop vite. Je pense que j'ai essayé de revenir en arrière. Aurélie, est-ce que tu peux reprendre la main pour revenir Je vais te laisser prendre la main du coup sur le diapo parce que c'est vrai que pour moi, c'est pas évident sur le téléphone. Alors, au niveau des autres signes qui sont évocateurs peut-être d'un trouble de l'osmie, on a l'inversion des goûts, que ce soit salé, sucré. Souvent, ces personnes qui viennent nous voir en consultation nous font part d'envie de saler alors qu'ils n'étaient pas du tout salés à la base, ils sont plutôt sucrés, ils aiment plutôt le chocolat, mais ils ne ressentent plus de plaisir en mangeant du chocolat. Donc, ils vont rechercher vraiment à trouver des saveurs qui sont plus agréables pour eux. On peut avoir également une perte de saveur, ce que Jean-Michel avait évoqué tout à l'heure, hein, l'impression de manger du carton. Donc ça peut être un des signes. C'est vrai que pendant qu'on fait notre consultation, en tant que diététicienne, on ne pose pas forcément la question de est-ce que vous avez vraiment des troubles du goût? Ça arrive très rarement qu'on pose cette question-là de but en blanc dans une consultation, il faut dire ce qui est. Par contre, certains patients me disent eux-mêmes, en fait, moi, manger, c'est pas un plaisir, quoi. C'est pas ma tasse de thé. Donc, des fois, on peut leur poser la question, est-ce que vous avez l'impression d'avoir une perte au niveau gustatif? Ce genre de petites questions-là, par contre, il faut vraiment essayer de les poser à un moment donné de votre consultation. Certains autres patients vont rechercher une saveur très, très, très prononcée. Tout simplement, ils vont s'apercevoir qu'ils ont un côté gustatif qui s'est amoindri avec le temps. Donc, ce qu'on disait avec Jean-Michel auparavant. Hein. Et en fait, tout simplement, ils vont faire des plats très, 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 très épicés. En général, ce sont vraiment les épices fortes qui vont revenir. C'est le tabasco, le piment, le wasabi aussi. Là, je repense à un patient qui, lui, mangeait des chips au wasabi qui étaient disponibles, alors, ça doit être dans une grande surface, hein, et en fait, il en mangeait plusieurs paquets par jour. Déjà, quand on mange du wasabi plusieurs fois dans la journée, on peut se dire quand même qu'il y a un petit souci. Et là, quand même, plusieurs paquets par jour, c'est quand même assez important. Alors, on va sur la diapo suivante.
On peut avoir aussi des troubles du comportement alimentaire. Certaines personnes ne vont pas forcément dire qu'ils ont un trouble au niveau gustatif. Ils ne vont pas forcément y faire attention. Par contre, ils vont avoir constaté qu'ils ont une perte d'appétit, que l'alimentation leur procure absolument aucun intérêt. C'est même pour eux des fois un supplice de rester à table alors qu'il y a la famille autour. Le moment est agréable, mais en fait, ce qu'ils ont dans leur assiette, ça pourrait être très bien jambon haricots verts ou du foie gras avec du caviar, ils n'y voient aucune différence. Ça a été quand même à de nombreuses reprises évoqué par mes patients, que vraiment c'était aucun plaisir. Ou sinon, on a vraiment l'inverse, on a l'envie de se remplir, d'aboutir à une plénitude, l'envie de remplissage au niveau de l'estomac, de procurer une sorte d'apaisement par le quantitatif. Et en fait, les gens vont manger beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc là, ce qu'on peut voir imagé par cette dame avec un sourire, en fait, elle est contente, mais elle est contente parce qu'elle a la quantité, elle n'a pas forcément le côté qualitatif de ce que pourrait apporter une alimentation. On ressent vraiment la plénitude de la flaveur de l'alimentation. Et pour suivre, donc, qu'est-ce qui est possible pour le côté diététique? Donc, tout simplement, en rééducation nutritionnelle, nos conseils, ça va être d'essayer de réaboutir à une alimentation équilibrante. On ne va pas forcément parler d'équilibre alimentaire, puisqu'un équilibre alimentaire, alors c'est très simple à construire, il n'y a pas de problème, sauf que ça ne sera vraiment pas adapté déjà d'une à notre patient et déjà la majorité des patients tout court. C'est facile de dire vous devez manger ça, ça, ça et ça, et puis merci, bonjour, au revoir. La consultation serait bien plus simple, c'est certain, mais au final, votre patient il va ressortir avec une feuille et il ne va pas y voir d'intérêt, il n'y aura aucun but dans la consultation. Le but, c'est de pouvoir réinstaller des repères dans le quotidien, de retrouver du plaisir. Et lors de la consultation diététique, on peut leur proposer aussi des ateliers culinaires, que ce soit juste avec le patient tout seul, mais aussi recevoir son entourage afin de travailler vraiment main dans la main dans le cadre de la prise en charge pour vraiment mieux comprendre la pathologie. Et puis pour le côté dénutrition, donc là, on évalue autant le côté quantitatif que le côté qualitatif du repas. Et vraiment, en cas de doute, on sollicite une albuminémie pour évaluer le degré de sévérité de la dénutrition, comme les dernières recommandations de la HAS de 2021 nous l'indiquent. Alors, quel est le lien entre l'anosmie et le TP? Alors, l'éducation thérapeutique, le TP, est défini comme l'aide apportée aux patients et ou à leur entourage pour comprendre la maladie et les traitements, collaborer aux soins et prendre en charge leur état de santé afin de conserver et ou améliorer la qualité de vie. Et ça correspond vraiment à ce qu'on souhaite mettre en place pour les patients qui sont atteints d'anosmie, puisque là c'est la thématique de ce soir, mais ce qui peut aussi correspondre à l'hyposmie ou les autres troubles de l'osmie tout simplement. Donc, on peut penser à l'accompagnement via des ateliers autant individuels que groupés si on accueille l'entourage. Donc, pour effectuer l'éducation thérapeutique, tout simplement, il y a une formation de 40 heures qui est disponible. C'est vraiment le minimum requis pour pouvoir effectuer de l'éducation thérapeutique qui est quand même assez différente de l'éducation à la santé, puisqu'on a quand même le côté de l'entourage, vraiment l'accompagnement au mieux vivre dans la pathologie. Alors, pour l'éducation thérapeutique, ce qui est attendu, c'est vraiment pour le patient, c'est de développer des compétences d'adaptation et d'auto-soin. Ce qu'on peut voir sur les différents blocs qui se sont affichés à l'écran. Il faut savoir que les troubles, effectivement, comme Jean-Michel l'avait évoqué, et je vais réitérer son propos, c'est que ça peut perdurer dans le temps. Effectivement, avoir une perte d'odorat pendant quelques semaines, voilà, c'est vraiment embêtant, hein, il faut dire ce qui est, mais quand ça perdure sur des mois, des années,
ça induit quand même une chronicité et pour le patient atteint d'anosmie, on aboutit quand même aux mêmes difficultés que les patients atteints de maladies chroniques. Donc le but, de la manœuvre de l'ETP, c'est vraiment de pouvoir, informer l'entourage, de savoir, où trouver une info aussi, de comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir mieux vivre au quotidien et tout ça, ça passe effectivement par ces petites compétences d'adaptation, donc apprendre à informer et à éduquer son entourage, d'expliquer ce qu'est la pathologie, effectivement, donc devenir, entre guillemets son propre expert, hein, via, les différentes informations qu'on peut avoir grâce à l'association. Exprimer ses besoins, de dire aussi, aujourd'hui, voilà, moi, mon but, c'est, peut-être, de trouver la cause, de ma pathologie, de mieux comprendre ce qui m'est arrivé. Faire, valoir ses choix de santé, on peut très bien, dire, effectivement, si on a une solution, par exemple, proposer, pour, un trouble de l'osmie, de dire effectivement: «Bah, je choisis plutôt de cette solution plutôt qu'une autre». D'exprimer ses sentiments dans certains ateliers, on peut aussi exprimer la difficulté que l'on peut éprouver au quotidien, hein. C'est vrai que ce n'est pas rien. À un certain niveau dans le temps, on est quand même, sur un handicap qui s'installe au fur et à mesure du temps, donc ça peut rendre le quotidien très difficile. On peut avoir quand même des difficultés psychologiques à accepter, ce dysfonctionnement. Donc il faut vraiment avoir, une possibilité de développer une compétence d'adaptation au quotidien. Voilà, on est sur la diapo suivante. Et donc, du coup, je vais laisser, la parole à Annabelle Marie, qui est coordinatrice, au sein de Planète Patient. Voilà. Merci Flora. Donc Annabelle, effectivement, je garde la main si tu veux. Oui, je veux bien. Mes compétences en informatique ne sont pas non plus hyper développées. Donc, bonsoir à tous. Moi, je suis Annabelle Marie, donc je suis coordinatrice en éducation thérapeutique pour l'association Planète Patient sur le territoire de l'Orne. Nous sommes chargés avec mes collègues des différents territoires, entre autres, de mettre en lien les patients intéressés par le programme d'éducation thérapeutique qu'on développe et les professionnels de territoire qui sont formés, donc les professionnels, en particulier les professionnels libéraux qui pourront les recevoir. Et puis, les antennes territoriales sont aussi peuvent être également ressources en éducation thérapeutique pour les équipes qui souhaiteraient monter des projets d'éducation thérapeutique. Voilà. Donc, au sein du groupe de travail Anosmi, on avait donc réfléchi à une séquence qui pourrait s'intégrer dans le programme global. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, en fait, l'idée, c'était plutôt d'enrichir le programme déjà existant avec une séquence un peu plus sur les troubles de l'osmie. C'est chose faite, voilà. Donc dans notre programme, comme l'a dit tout à l'heure Flora, les troubles de l'odorat sont en même temps et un symptôme, conséquence, mais en même temps une maladie en soi. Et il nous a semblé, en tout cas dans un premier temps, donc plus pertinent de travailler sur la création d'une séquence sur les troubles de l'odorat, en sachant que dans notre programme adulte pluripathologique, il y avait déjà plusieurs séquences qui étaient, dans lesquelles le patient intéressé allait pouvoir travailler les compétences d'adaptation dont Flora vous a parlé tout à l'heure. Alors pour les professionnels qui sont ici avec nous ce soir et qui ont déjà animé ce type de séquence, effectivement, ou ont déjà travaillé avec le programme de Planète Patient, la référence est vers des séquences autour de ma vie et la maladie, ou bien et moi dans tout ça, mes projets de vie, etc. Et puis, il y en a une nouvelle qui viendra bientôt, qui s'appelle « Je protège mes muscles ». Donc, cette séquence sera aussi ouverte pour les personnes qui ont des problèmes de dénutrition. Et donc, elle peut transversalement, on va dire, être proposée aux personnes qui ont des troubles de l'odorat. Donc, voilà pour cette diapositive-là. Pour la prochaine, dans l'atelier en particulier, l'idée est de permettre aux patients, au cours de la séquence, d'une part, de réfléchir et d'échanger sur l'impact de l'altération du goût et de l'odorat,
et puis les solutions que chacun a pu trouver. La création, en deuxième temps, d'un langage commun autour des sens, ainsi qu'un temps d'explicitation du système donc, qui régit l'odorat, pour comprendre son anosmie dysgeusie, avec le triptyque goût, odorat, sensation ou nez, papilles, nerfs, trijumeaux que nous a présenté Monsieur Maillard tout à l'heure. Et puis enfin, la dernière partie, c'est sur la découverte du protocole proposé par anosmie.org. Donc, l'idée, c'est que les patients vont échanger les uns avec les autres, guidés par les intervenants. À l'écran, vous avez ce qu'on appelle un conducteur de séance. Donc, c'est pour chaque séance au sein du programme Planète, on propose ce type de document qui permet aux intervenants d'avoir un mode opératoire similaire, quel que soit l'endroit où on l'anime dans la région. Donc, en parlant d'intervenants, d'ailleurs, on serait particulièrement intéressé pour trouver en Normandie, sur la Normandie, des patients ressources comme vous, Jean-Michel, et d'autres personnes de votre association qui accepteraient de se former à l'ETP et de co-animer avec nous certains des ateliers, dont celui-ci, bien sûr. Donc, pour la dernière diapositive, alors en fait, au cours de l'atelier, donc dans un premier temps, après avoir respecté des règles, rappelé pardon, les règles de confidentialité qui doivent être respectées par l'ensemble des participants. Donc, comme je le disais tout de suite, c'est un temps finalement d'échange et de partage des situations qui peuvent être compliquées au quotidien, que ce soit finalement dans la sphère familiale, professionnelle ou autre. Et pour cela, on s'appuie sur la planche qui est sur votre, alors je ne sais pas si elle est sur votre gauche ou sur votre droite. Sur votre gauche, on dira avec la planche où il y a l'arc-en-ciel. Et puis, les différentes situations du quotidien dans lesquelles le patient peut se trouver en difficulté. Donc, on utilise cet outil-là pour aider à la mise en mots, finalement, des situations. Et puis, dans un second temps, donc, on va mener une expérience d'analyse sensorielle en s'appuyant sur la description d'un aliment selon 5 axes, en fait, pour travailler autour du vocabulaire et amener les notions plus théoriques de compréhension du système olfactif avec le petit schéma en bleu que vous voyez qui est affiché. Et donc, l'analyse sensorielle va permettre de décortiquer un peu l'ensemble des éléments, que ce soit du domaine du visuel, du domaine du bruit, de la saveur avec les papilles, avec les 5 saveurs dont Jean-Michel parlait tout à l'heure, les textures, les sensations, astringent, pétillant, chaud, froid, glacé, etc. Et puis enfin, les arômes. Et là, forcément, c'est le moment le plus délicat en cas de trouble de l'odorat. Cet exercice sera donc suivi aussi d'une synthèse pour expliciter le mécanisme et comment ça fonctionne. Et puis, donc, dans le troisième temps, il s'agira de découvrir le protocole avec la feuille, le dernier morceau de la feuille rééducation de l'odorat. À ce propos, je préférerais autant repasser la parole à Monsieur Maillard pour qu'il nous la présente, parce que je pense qu'il n'y a rien de tel que ce soit lui qui était à l'origine, ou tout votre groupe de travail qui était à l'origine de ce protocole, de pouvoir nous l'expliquer maintenant. Donc, on devait tester cette séance il y a quelques semaines, et puis en fait, on a pris un petit peu de retard avec la période épidémique. Ça va être fait bientôt. On envisage également une adaptation de cet atelier, donc en individuel et en distanciel, pour les mêmes raisons épidémiques dont on parlait tout à l'heure. Donc voilà, et je veux bien repasser la parole à Monsieur Maillard. Merci Annabelle. Donc effectivement, on peut prendre un petit temps pour présenter le protocole de rééducation. On a eu pas mal de questions à ce sujet-là déjà au préalable. Pas dans la discussion aujourd'hui, mais en tout cas, il y avait pas mal d'attentes sur la présentation de ce protocole. Donc effectivement, je vais laisser la main à Monsieur Maillard pour vous présenter un petit peu ce protocole. Voilà. Alors, vous m'entendez? Oui, c'est bon.
Alors, le protocole. Alors, je vous en parlais, hein, on a eu 2 étapes en fait. Il y a eu le premier protocole que l'on a publié en 2019, hein, au milieu de l'année 2019, donc qui était issu de travaux, les travaux de Hummel, hein, Constantini, Suttenbrink, Dam, enfin tous ceux qui suivent un petit peu la rééducation olfactive ou les travaux sur l'odorat dans le monde connaissent ces gens. Et on a voulu surtout à l'époque donner, c'était l'objectif, un protocole de rééducation olfactive sérieux, puisque basé sur des études de recherche, fait avec donc, un directeur de recherche en neurosciences du CNRS, on avait 2 ORL avec nous, et puis évidemment des patients, parce qu'il faut vraiment mettre les patients au milieu de toutes les prises en charge. Et donc, on a fait ce protocole qu'on a publié en 2019, qui était basé donc on a pris 6 odeurs, on a donc 4 odeurs qui étaient issues des études scientifiques, et puis 2 odeurs qu'on a ajoutées. Alors, on avait citron, eucalyptus, girofle et rose, hein, c'est les 4 odeurs que vous retrouverez un peu partout. Hein, c'est les 4 odeurs universelles parce que c'est ce que Hummel avait utilisé au tout début, et donc les résultats qu'il a obtenus, on ne voulait pas dévier de ce qu'il avait fait. Et donc, en autonomie chez soi, hein, 10 minutes le matin, 10 minutes le soir. Et donc, on a ajouté 2 odeurs. Alors, pourquoi l'amande poivrée? Pour donner un peu de difficulté et pour ne pas être perturbé par le système trigéminal. Hein. Là, je vais aller dans le détail, mais quand vous avez l'eucalyptus, vous avez une sensation trigéminale, qui est la sensation de fraîcheur. Et donc, ça vous faisait tout de suite deviner ce que c'était que l'eucalyptus. Donc, on a mis ces 2 odeurs pour vraiment faire travailler l'odorat. Et puis, le café, qui est une odeur plutôt du partage, où on s'est dit que si elle revenait à certains, elle était plutôt source d'émotion. Alors, pourquoi ne pas être trompé par sa vue, hein? Je parlais d'essayer de deviner ce que c'était comme odeur, parce que ce protocole, il a été fait pour faire fonctionner l'odorat en 2 temps. L'odorat fonctionne en 2 temps. Vous avez d'abord la partie qu'on a appelée nous à l'aveugle, hein, c'est-à-dire on va aller chercher une sensation, on va aller chercher le signal odorant, s'il existe évidemment, et ne pas être perturbé par la vision. Hein. On sait la puissance du cerveau et cette capacité à justement ramener un souvenir et à vous faire croire que vous avez sous les yeux, ou vous avez en bouche un aliment, alors que ça n'est pas vrai. Vous avez tous vu ces publicités où vous avez 4 glaces de 4 couleurs différentes. C'est la même glace, et les gens qui vont la manger vont vous indiquer que les parfums sont différents. Donc, il y a un pouvoir du cerveau qu'il faut absolument prendre en compte. Donc, 2 manières, 2 étages. D'abord, la perception, on va chercher la sensation, et on va chercher le signal, on va se concentrer, on va faire travailler son odorat. Ce qui n'est pas facile, encore une fois, hein, quand vous écoutez les patients anosmiques, la difficulté de se concentrer sur son odorat quand il dysfonctionne, voire même quand vous n'en avez plus, elle est très forte. Et ensuite, cette détection, vous la faites en visuel, c'est-à-dire qu'on va visualiser ce que l'on sent. Pour cette fois-ci, faire fonctionner la deuxième partie, qui est l'identification, la codification, qui va aller nourrir, hein, enrichir votre bibliothèque olfactive ou reconnecter le souvenir olfactif que vous avez avec la molécule que vous êtes en train de sentir. Et donc, on a mis à disposition un petit carnet d'une 30aine de pages avec un suivi au quotidien. Et puis, pour que chacun puisse évaluer un petit peu, chacun puisse évaluer chaque jour qui passe sa rééducation. Les premières études montraient 12 semaines. Nous, on l'a traduit en 4 langues. Hein, il est disponible en 4 langues. 12 semaines. Aujourd'hui, on est sur 16 semaines. Les dernières études montrent que peut-être on pourra même pousser à 24 semaines. Et les résultats à 36 semaines montrent que ça n'est pas meilleur. Donc, on est vraiment sur un processus qui est assez long. Et j'insiste vraiment à tous ceux qui vont accompagner des gens à cette rééducation, que vous vous adressez à des gens à qui on va demander de courir un marathon, que ces gens ne sont pas marathoniens et que ces gens ne se sont jamais entraînés. 12 semaines ou 16 semaines, matin et soir, à aller prendre nos 4 ou 6 flacons pour les respirer, je vous promets que c'est un calvaire, et c'est un des premiers axes de travail qu'il faut avoir avec eux. J'indique toujours qu'on est parti pour un marathon et pas pour un 100 mètres. Et qu'un marathon, pour ceux qui en font, on est déjà très content de le finir, même si le résultat n'est pas bon. Donc,
il y a une partie psychologique quand on démarre une rééducation olfactive qui est majeure, qui est importante. Il faut vraiment mesurer ce à quoi on va devoir répondre. Et donc, ensuite, on a eu évidemment, avec les quelques médecins qui nous ont contactés, et notamment le professeur Denis et le professeur Morinière, on a voulu digitaliser le protocole pour le rendre un peu plus accessible, mais aussi pour pouvoir faire des données médicales et voir un petit peu ce qui fonctionne et ce qui dysfonctionne et comment adapter ce protocole pour qu'il donne des résultats. Hein, j'insiste toujours qu'on n'est pas médecin et tous les conseils que l'on peut donner, on essaie de les étayer par des résultats, mais non pas par des convictions, mais par des résultats scientifiques. Donc, le protocole qu'on a développé, qui s'appelle covidanosmie.fr, qui est basé sur l'étude de Damn de 2014, elle-même reprise des autres études, est toujours à réaliser chez soi. On est resté sur 4 odeurs qui sont toujours les mêmes. Alors, on a remplacé la rose par le géranium parce que le fait d'avoir mis la rose dans notre protocole, on a absolument fait augmenter le cours des huiles essentielles de rose, de manière un petit peu déraisonnable. Donc, on a voulu changer pour que, encore une fois, les gens puissent faire de la rééducation chez eux avec quelques dizaines d'euros et ça suffit bien. On insiste toujours évidemment sur l'environnement calme et isolé, parce que c'est important. On ne fait pas ça quand on est pressé d'aller à l'école, quand on est pressé d'emmener les enfants, quand on est fatigué le soir et qu'on a envie d'aller se coucher, quand on est loin évidemment des repas pour ne pas avoir cette pollution olfactive. Donc, toujours en 2 temps, avec l'avantage de la web application, c'est la visualisation de l'image de ce que vous allez sentir quand vous êtes dans cette deuxième phase. L'avantage de l'application aussi, c'est qu'on va mesurer et on va noter nos résultats. Et mesurer, c'est progresser, vraiment. Donc, on va noter ces résultats. Et on était parti sur 16 semaines. Évidemment, cette web application est gratuite, encore une fois, comme tous nos résultats. Et aujourd'hui, l'association a cette application et la mettra toujours à disposition de ceux qui en ont besoin. Donc, cette application nous a permis, tout de même, de déposer une étude clinique, pour aller dans le sens où je vous expliquais tout à l'heure qu'on ne doit pas donner de faux espoirs ou de simplement faire passer nos convictions. On est là pour donner des conseils solides à tous ceux qui souffrent d'anosmie. Et donc, plus de 18 000 patients aujourd'hui l'utilisent. Et donc, l'étude a porté sur 548 patients, voilà, avec les 73% rapportent une amélioration significative, 78% au-delà de 75 jours, 67% des patients présentent une anosmie de plus de 6 mois, observent une amélioration. Et donc, après, il y a toujours quelques questions sur l'utilisation de l'huile essentielle. Je sais qu'on va forcément me poser les questions. En fait, nous, on a voulu trouver un support odorant stable, et stable sur 12 ou 16 semaines. Pourquoi stable? Parce que on ne sait pas si on voit des fois des conseils d'aller prendre des épices ou de la menthe fraîche dans le jardin. Je reviens sur la difficulté de faire cette rééducation. La difficulté fait qu'on doit simplifier, vraiment simplifier, l'accès à ce protocole. On ne peut pas aller cueillir de la menthe fraîche dans le jardin tous les matins ou avoir à préparer pendant 10 minutes, d'ouvrir des pots et de se mettre à table, etc. On a voulu, nous, faire le plus simple possible et on a trouvé que ces huiles étaient le meilleur moyen pour nous d'avoir un support odorant stable pendant près de 4 mois, où l'anosmique va avoir la certitude que ce qu'il a sous le nez a la même puissance odorante qu'il y a 2 mois ou qu'il y a 3 mois. Et donc, évidemment, sur la partie, certains sont allergiques ou peuvent ressentir des irritations. Et voilà, on a eu 0,5% des gens qui ont dû arrêter suite à des effets secondaires. Les autres, on a eu des effets légers. Et vous avez le lien vers la publication qui est aussi disponible sur le site de l'association. Voilà un petit peu le parcours de ce protocole de rééducation olfactive de 2018 à aujourd'hui. Et avec ce que je vous disais tout à l'heure, les 2 axes qu'on va devoir développer dans les mois qui viennent. Merci. Il y avait une petite question sur la possibilité de diluer les huiles essentielles avec une huile justement neutre
Ouais, en termes d'odeur et qui était voilà, conseillé. Vous pouvez en fait, vous savez, et là je vais vous dire mon ressenti parce que ce protocole, c'est moi qui l'ai fait au début, qui l'ai réalisé. Et j'ai essayé des huiles inodores. Je n'ai plus en tête, mais l'huile d'avocat ou l'huile de noyau d'abricot. Mais là encore, quand je fais ce protocole avec des huiles diluées, eh bien, la mise en œuvre avec le bouchon où il y a du gras qui coule, il faut essuyer. Enfin, je répète que ces 12 semaines, moi, je les ai vécues comme un calvaire. Mais vraiment, vous voyez, c'est d'une difficulté d'être devant ces flacons. Donc, il faut que vous ayez en tête que ce protocole doit être simple. Et donc, Hummel indiquait des huiles aromatiques à forte concentration. Et donc, on est parti sur ce que les scientifiques ont dit. Maintenant, vous pouvez diluer ces huiles comme on l'a essayé au début, nous, à 2%, pour essayer de faire travailler l'odorat différemment, plutôt que de le saturer, le faire travailler. Et de diminuer aussi les concentrations au fur et à mesure que la rééducation avance. Là encore, c'est aussi des conseils qu'on peut donner, mais qu'il faudra adapter à chaque patient, qu'il faudra adapter à chaque personne. Et c'est pour ça que ce protocole, il est fait pour tout le monde. L'adapter, pourquoi pas. Mais comprenez bien que nous, on a cette étude scientifique qui montre que ça fonctionne. Et donc, cette étude scientifique de laquelle nous ne dévierons pas. Merci. Les effets secondaires, bah, écoutez, il y a toujours un petit peu de réticence. Bon, moi, je ne sais pas si les huiles essentielles ont des pouvoirs, j'en sais rien, mais ce n'est pas le débat. Les huiles essentielles, on les a choisies parce qu'elles ont une stabilité odorante. Vous n'aurez pas ça avec un sachet de vanille. Certains nous remontent aussi, nous appellent en disant « mais je sens de la poudre tous les matins depuis 2 semaines et j'ai les muqueuses toutes irritées ». Vous voyez, donc, encore une fois, placez-vous dans ces gens qui vont tous les matins, tous les soirs, aller faire travailler leur odorat avec un support odorant qui devra être stable. Et les effets secondaires du protocole, bah, écoutez, moi, je n'en connais pas. Donc, et l'étude scientifique a montré qu'il n'y en avait pas, à part ces 0,5% d'effets nécessitant l'arrêt chez certains. On fait faire un petit test, vous savez, dans le pli du coude avec une petite goutte pour voir si les gens sont allergiques ou pas. Et pour prendre le cas des femmes enceintes, évidemment, auxquelles on ne peut surtout pas prescrire les huiles essentielles, on leur fait, elles se font, je leur conseille de trouver des odeurs, mais stables, des odeurs plutôt naturelles, avec une difficulté supplémentaire, c'est la préparation de tout ça le matin et le soir. Voilà, Aurélie. Alors, si je reprends d'autres questions qui ont pu arriver pendant les présentations, il y avait aussi donc alors le rôle des professionnels paramédicaux, effectivement, on en a évoqué certains, pas tous, et notamment effectivement les orthophonistes, mais qui ont tout à fait leur rôle. Voilà, il y a effectivement beaucoup de professionnels paramédicaux. Il y avait aussi effectivement des demandes de kinés qui étaient intéressés pour éventuellement poser des questions pour détecter ces troubles-là. Et justement, en termes de détection des problématiques d'odorat, il y avait une question sur savoir comment pouvait se dérouler le test de l'odorat. On a évoqué le cas chez les enfants qui avaient un projet de tester leur odorat. Et il y avait aussi des questions de savoir si on pouvait effectivement auto-évaluer son odorat soi-même. Donc, est-ce qu'on a des éléments de réponse? Oui, on peut évaluer son odorat. Si vous voulez, le test je vais faire. Il y a deux questions dans une, en fait. Le test de l'odorat chez les enfants, on en est arrivé à se demander si c'est vraiment un test médical. Je vais m'expliquer. En fait, quand vous allez tester votre vue ou votre audition, vous allez ressortir avec soit un diagramme, soit une note sur 10 pour un œil ou pour l'autre œil. L'odorat, on n'en est pas là. On est à l'âge de pierre, là. On est en train de, nous, ce qu'on veut simplement savoir, c'est
est-ce que l'odorat fonctionne ou pas? Et notre test pour les enfants, il en est là. C'est est-ce que cet enfant, son odorat fonctionne ou est-ce qu'il ne fonctionne pas? On n'en est pas à savoir si l'odorat fonctionne bien ou moyennement, puisqu'on n'a pas de moyen de mesure pour un enfant aujourd'hui. Donc le test de l'odorat, c'est vraiment un test binaire. Sur la partie test de l'odorat pour les gens qui souffrent d'anosmie ou d'hyposmie en ce moment, il existe dans certains hôpitaux et certains ORL que l'on a eus nous remontent le fait qu'il y a très peu d'appareils en France de tests d'olfactométrie qui sont des tests assez longs, mais des tests que l'on peut faire pour évaluer justement son odorat avant un protocole de rééducation olfactive et après pour voir si on a progressé. Néanmoins, vous savez, quand l'odorat dysfonctionne, on s'en aperçoit très bien. On s'en aperçoit très bien et les patients s'en aperçoivent très bien. Il ne faut pas que ça les empêche de démarrer la rééducation olfactive. On sait que nos ORL sont débordés depuis quelques mois maintenant et qu'on doit les voir en cas de trouble de l'odorat. C'est impératif. Il faut aller voir son ORL, il faut en discuter avec lui. Mais il faut aussi, dans le cas du Covid, démarrer la rééducation. On a estimé à une quinzaine de jours. À partir d'une quinzaine de jours, si l'odorat n'est pas revenu, il faut démarrer cette rééducation olfactive pour se laisser vraiment un maximum de chances de retrouver l'odorat. Je lisais en même temps quelques questions. Il y en a quelques-uns qui parlent de parosmie et de phantosmie. Donc, la parosmie, c'est la déformation des odeurs. Vous allez sentir un gâteau à la vanille et vous avez l'impression de sentir un pneu, vous avez l'impression de sentir le brûler tout le temps. Voilà. Donc, là, c'est simplement un signe encourageant, même s'il est très désagréable. Vous avez des mauvaises odeurs dans le nez dès que vous sentez quelque chose. Il est le signe que l'odorat est en train de se reconstruire, que les connexions ne sont pas bonnes. J'en reviens au signal électrique. L'avantage de l'odorat, la particularité de l'odorat, c'est cette régénération tous les 2 à 3 mois, ce qu'on appelle la neurogénèse, même si elle n'a pas été prouvée chez l'homme, mais prouvée chez l'animal, c'est-à-dire le renouvellement des neurones olfactifs se fait en quelques semaines. Et donc, ces connexions dont on parle qui ont été abîmées, elles se font à nouveau avec votre bibliothèque olfactive. Et il faut l'accompagner de rééducation, avec la stimulation visuelle, avec la rééducation olfactive. La parosmie, c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu pendant le Covid. La phantosmie, je répète, c'est une hallucination olfactive. Ceux qui perdent l'odorat en sont touchés parce que on a tellement l'obsession aussi de retrouver l'odorat qu'on va des fois se poser comme question à nos proches, mais ça sent le brûlé là, ça sent la vanille, et il faut le faire contrôler par ses proches. Et bien souvent, il n'y a pas d'odeur, c'est simplement un souvenir olfactif, une hallucination qui est revenue en mémoire et qui vous fait croire que vous sentez une odeur. Là, je vois aussi quelque chose. J'ai vu tout à l'heure une remarque qui disait « vous n'avez pas parlé des orthophonistes ». En fait, au niveau de l'association, on a formé beaucoup d'orthophonistes. On en a eu beaucoup, et ce que je fais ce soir, je l'ai fait vraiment avec beaucoup de monde, mais la difficulté que l'on a aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas, ce n'est pas l'association qui va qualifier un tel ou un tel. On se limite à ce qui existe aujourd'hui, parce qu'on pourrait aussi parler des olfactothérapeutes que l'on a eu, des kinés ostéopathes qui se sont aussi lancés dans l'assistance et l'aide aux anosmiques. On est surtout très inquiets, nous, et très soucieux que ces accompagnements soient faits dans les règles de l'art en ayant vraiment en tête ce qu'un anosmique vit et de la manière dont on doit l'accompagner avec ce qui marche finalement. Je répète toujours, pas des convictions, mais des éléments scientifiques. Merci. Et évidemment, Aurélie, pour terminer, on aimerait vraiment qu'il y ait des formations qualifiantes sur la manière de faire sa rééducation olfactive et la manière d'accompagner l'anosmie, parce que, je le répète toujours avec un peu de malice, l'odorat existe depuis 2 ans maintenant, bientôt 2 ans. Donc évidemment, on est en train de tout reconstruire, peut-être un peu trop vite dans certaines émissions ou certains papiers que je peux lire et qui auraient peut-être dû être un peu plus travaillés. Merci. Alors, on a
pas mal de questions assez pointues sur l'anosmie, les traitements, ses conséquences. Alors, ce n'était pas forcément l'objet du webinaire qui s'intéressait plus à l'ETP. Je vais du coup commencer par une question sur l'ETP et puis si Monsieur Maillard veut bien nous aider à répondre à quelques-unes des questions techniques, on essaiera de répondre à quelques-unes ou en tout cas, vous aiguiller sur les réponses à ces questions. Alors, concernant l'ETP, il y avait des questions sur les outils qu'on peut utiliser avec les patients, justement. Donc, Annabelle vous en a présenté quelques-uns. Tu veux les détailler peut-être un peu plus ou expliquer aussi des alternatives qu'on avait envisagées, Annabelle? Alors, au niveau des outils, je veux bien que tu m'aides, Aurélie. Alors, attends, j'étais en train de réfléchir. Qu'est-ce qu'on avait dit dans les séances? Alors, on avait envisagé le photolangage déjà pour déjà ouvrir la parole, puisque on a vu que c'était un des points qui pouvait effectivement être déjà problématique, c'est le fait de pouvoir parler de son anosmie. Et puis donc après, voilà, on a vu, Annabelle vous a présenté effectivement le protocole vraiment sur l'anosmie. Il y a aussi des outils sur des problématiques effectivement autres. Donc parler de sa maladie, on peut utiliser effectivement assez facilement le photolangage ou le plan de ma vie qui a été présenté. Si on a des problématiques en lien avec la dénutrition, effectivement, on a d'autres outils sur cette thématique-là, notamment des outils justement pour symboliser la place des protéines dans l'alimentation, des cartes aliments, des choses comme ça qui sont assez facilement utilisées. Des cartes aliments qu'on peut utiliser pour identifier les aliments sources de protéines. Sur les émotions, il y a un outil qui est assez bien fait et qui est en libre accès. C'est la mallette Comet qui est proposée par le CRESPACA. Voilà. Et puis Annabelle, tu peux peut-être revenir du coup sur les outils qu'on propose nous sur l'atelier anosmie. En fait, la séquence qu'on a essayé de faire, elle se rapproche de séquences d'analyse sensorielle et peut-être que certains des intervenants ou des personnes ici ce soir sont assez bien formés sur l'analyse sensorielle. L'idée, c'était effectivement d'expérimenter un petit temps en commun de découverte et pour faire ce langage commun. C'était surtout en fait pour cette séquence-là, en fait, c'est surtout sur ça qu'on a essayé de cibler. Je repensais il y avait une question aussi sur les intervenants formés. En fait, quand je parlais moi d'intervenants formés, c'était les intervenants formés aussi à l'éducation thérapeutique et ce dont Flora avait parlé aussi, c'est qu'effectivement pour pouvoir intervenir dans les programmes ETP, l'idée était d'être formé à l'éducation thérapeutique avec une formation minimale de 40 heures. On essaye d'acquérir on va essayer d'acquérir aux côtés de Jean-Michel et de l'association un minimum de connaissances effectivement sur les principes de l'anosmie et c'est aussi pour ça qu'on souhaiterait que certains patients puissent nous rejoindre dans l'animation de ces séquences pour être vraiment au cœur des difficultés des gens. Je ne sais pas si ça a répondu à votre question. Aurélie? Un petit peu de mal à remettre le micro. J'espère effectivement qu'on a répondu à la question donc sur ce sujet-là.
Sur la formation, effectivement, on a évoqué, hein, il y a peu de formation sur la thématique, effectivement, de la prise en charge des troubles de l'odorat. Pour en revenir sur le TP, il y a beaucoup de programmes qui sont en train d'émerger un petit peu partout en France. Je vois d'ailleurs qu'il y a une question. Alors, les éducateurs thérapeutiques, l'éducation thérapeutique, elle est bien déployée en France et notamment effectivement en région parisienne, mais voilà, ça se déploie effectivement assez facilement. Si Dans le vous, cadre de Aurélie, Oui, peut-être qu'on peut dire que si vous cherchez les programmes d'éducation thérapeutique qui existent en Île-de-France, vous pouvez aller sur le site de l'ARS Île-de-France et à la question éducation thérapeutique, dans ce domaine-là, vous allez trouver la liste des programmes qui existent. Vous pouvez aussi vous renseigner pour l'Île-de-France sur le pôle ETP d'Île-de-France, qui est co-animé et par des médecins, des patients experts, et sur lequel peut-être qu'eux pourront répondre à vos questions sur les programmes existants. Annabelle, on est aussi en train de préparer quelque chose qui sera similaire avec l'ARS Île-de-France. Donc, je pense que d'ici quelques semaines, il y aura aussi un support qui sera identique. Et avec aussi l'association Ronde, hein, ROM-DES. Donc, il y a aussi des choses qui se préparent en Île-de-France pour apporter des bases sur la prise en charge de l'anosmie. La source de l'ARS est aussi valable pour partout en France, en fait, sur tous les sites de l'ARS. En fonction de chaque région, sur le site de l'ARS, vous allez retrouver, alors dans l'arborescence, à un moment donné, la santé et les patients ou quelque chose un peu autour de ça. Alors, en fonction de l'ARS, l'arborescence est un petit peu différente, mais sur ce site, vous pouvez trouver dans le bandeau, à chaque fois, pour toutes les ARS, quelque chose ou dans la petite loupe, vous pouvez taper éducation thérapeutique, ça va vous amener sur la page spécifique et toutes les ARS ont recensé l'ensemble des programmes existants dans leur région. oui. Les ARS, effectivement, sont le point commun à toutes les régions. Après, dans beaucoup de régions, vous avez aussi des structures comme le pôle ressources en Île-de-France. Voilà, en Normandie, c'est Planète Patient, mais il y a aussi Etna dans le sud-ouest. Voilà, beaucoup de régions ont ETP Grand Est, voilà, sur l'est de la France. En Bretagne aussi, il y a par territoire des pôles ressources en éducation thérapeutique où vous allez pouvoir, si c'est des patients, donc trouver ou savoir un peu ce qui existe comme programme autour de chez vous. Il y a même un site, il me semble, sur Oscar. Oui, Oscar Santé, mais Oscar voilà, Santé. Déjà, l'accès est un petit peu plus compliqué sur Oscar Santé pour ces informations-là. Donc, l'ARS et effectivement les pôles ressources ETP de vos régions vont être répertoriés. Sources un petit peu les plus intéressantes. Elles sont utiles à la fois effectivement en tant que patient pour identifier des programmes spécifiques de pathologie. Donc, si vous avez une pathologie, une problématique, vous pouvez trouver le programme ETP qui correspond à votre pathologie, mais aussi pour les professionnels, formés ou non à l'éducation thérapeutique. Voilà, ça peut être un lien soit pour adresser des patients, soit pour vous-même vous investir et devenir éducateur en éducation thérapeutique. Voilà, c'est une formation à minima 40 heures. Effectivement, il y a d'autres formations. Sur l'anosmie, voilà, il y a 2-3 programmes, 3-4 même maintenant, qui doivent être, en tout cas, c'est plutôt au niveau de programme Covid, qui sont en train de se développer. Alors, une question intéressante, Monsieur Maillard, peut-être vous pouvez y répondre, savoir si vous recensez les professionnels que vous formez. Alors, non. Je rappelle juste que ce n'est pas mon métier.
que je suis juste, j'ai créé cette association, mais évidemment, j'ai été embarqué dans cette aventure, mais non, c'est pas mon métier. Et aussi, comprenez bien, quand on a démarré les visios pendant le Covid, les visios de soutien le soir et d'accompagnement et de formation, on a voulu les faire gratuites et anonymes. Et on avait notre petite centaine de personnes tous les 15 jours ou tous les 3 semaines. Et donc, on a eu beaucoup de monde, mais sans savoir qui on avait au bout du fil, on va dire, quoi. Donc, non, on ne les recense pas. Et puis, on recense simplement les spécialistes sur lesquels il y a des bons retours ou qui sont vraiment affûtés, on va dire, sur le sujet de l'anosmie, qui le connaissent et qui ont développé une compétence particulière. On a un petit réseau qu'on peut trouver sur le site de l'association. Oui, c'est vraiment... ce que tu as dit. Sur votre site, il y a quand même quelques références de personnes investies dans l'association. Oui, c'est ça. Mais pas exhaustif, mais en tout cas. Oui, c'est ça, bien sûr. Écoutez, pour être tout à fait honnête avec vous, on a fait une liste blanche. On a fait une liste des gens qu'on voulait recommander. Je pense que c'est vraiment beaucoup plus intéressant. En revanche, concernant la rééducation olfactive, non, on en a fait des dizaines de réunions et d'explications et on a beaucoup d'articles de presse qui parlent de nos protocoles et de la manière dont il faut le faire. Et voilà, et des choses, des visios comme ce soir, on en a fait beaucoup. Donc, quelqu'un me demandait si on faisait des formations tout à l'heure en message privé. Non, on n'en fait pas. Par contre, on est disponible pour accompagner tout le monde, évidemment. Mais voilà, non, on n'est pas. Et puis, est-ce que vraiment c'est notre rôle? Vous voyez, il faut quand même qu'on se pose des questions sur le rôle qu'a pris notre association. Il faut vraiment qu'il y ait les gens dont c'est le métier qui prennent le relais là-dessus, même si notre expertise, les années sur lesquelles on a travaillé avant, fait qu'on est devenu expert un petit peu avant les autres. Donc, on apporte tous les conseils et encore une fois, gratuitement à tous ceux qui les veulent. Et c'est la raison d'être de cette association, compte tenu du peu de prise en charge qu'il peut y avoir sur l'odorat et l'anosmie. Eh bien, merci. Je pense qu'on a déjà vu pas mal de questions, hein. Certaines ont eu leur réponse durant les présentations. Voilà, si vous savez, voilà, vous pouvez bien sûr rester en contact avec nous, soit sur la thématique, voilà, vraiment spécifique de l'ETP, et donc Planète Patient va pouvoir vous répondre voilà, sur cette thématique-là. Sur l'anosmie, voilà, si vous avez des questions sur l'anosmie, vous pouvez effectivement contacter donc l'association anosmie.org. Hein, donc vous avez les coordonnées des deux associations, donc mail, site internet. Voilà, avec la possibilité effectivement de participer sur inscription au webinaire, hein, aux soirées anosmie. Voilà, j'ai l'impression voilà, qu'il n'y a pas d'autres questions qui arrivent. Donc, je vais terminer en vous remerciant tous sincèrement, en remerciant donc d'une part nos intervenants pour leur intervention de qualité très riche et qui nous ont permis d'apprendre effectivement beaucoup de choses sur les troubles de l'odorat, sur ce qu'était l'ETP et voilà, et surtout sur le travail commun qui a pu être fait par ce partenariat entre les deux associations et qu'on va faire perdurer. Et puis, merci à vous tous de votre présence, à vos questions très intéressantes. Et je vous souhaite, j'espère, à bientôt pour de prochains webinaires. Merci.